Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information dédiée à l'action MSC and Citizens et à l'appel à projet 2023. Je m'appelle Eugénia Chadloa, je suis la coordinatrice du PSN Action Marie-Claude Osca-Curie. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Morgane Bureau, Vanessa Tixier et Chloé Richard, qui sont membres du PSN Marie-Curie. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir nos intervenants aujourd'hui. Oscar Barrero Moriz de l'Agence exécutive européenne pour la recherche, donc la REA, qui va vous présenter l'action MSC and Citizens et les règles et les attentes de l'appel à projet. Nous avons ensuite donc deux lauréats français de cette action de l'Université Bourgogne-Franche-Comté, donc Lionel Maillot et Jérémy Kearney, qui vont vous faire un retour d'expérience de leur projet. Claire Soriano de l'Université Clermont-Auvergne, qui est experte évaluatrice pour l'action MSC and Citizens. Et ensuite, nous avons des collègues du PSN juridique et financier, Irénée Créta et Lucie Vossel, qui vont vous présenter le mode de financement au lump sum. Donc, quelques petits points pratiques avant de passer la parole à notre premier intervenant. Donc, cette session est enregistrée. Son enregistrement sera disponible en replay sur la page d'annonce de l'événement quelques jours après cet événement. Donc, il ne faut pas le chercher ce soir, mais attendre quelques jours pour qu'on puisse le mettre en ligne. Les présentations, donc pour ceux des intervenants qui vont utiliser un support PowerPoint, seront également rendues disponibles depuis la page de cet événement, la page d'annonce de cet événement. Pour le déroulement de la session, donc vous avez le programme affiché. À la fin de chaque présentation, nous aurons un petit temps dédié aux questions-réponses. Et à la fin de la session, donc entre 11h45 et midi, il y aura encore un temps dédié à vos questions. Donc pour les questions, vous pouvez les poser dans les chats ou vous pouvez également lever la main pour les poser de vive voix. Donc on activera à ce moment-là vos microphones pour que vous puissiez le faire. Donc, pour l'instant, on les a coupés pour éviter des éventuels bruits puisque la session est enregistrée. Et par contre, donc, je vous invite d'attendre la fin de chaque présentation pour poser vos questions parce que des fois, vous trouverez déjà la réponse dans la présentation. Donc, avec ceci, je vais donc laisser la parole à Oscar Barrero Moriz qui va donc vous présenter cette action et les règles de l'appel à projet 2023. Oscar, c'est donc à vous. Oscar, on ne vous entend pas. Oui, pardon. Maintenant, ça marche? Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Genia, pour l'invitation au réseau NCP au ministère. Je vais présenter quelques slides pour l'appel de MSC and Citizens pour l'Union européenne de chercheurs et recherche aux écoles. Ça sera le contenu de la présentation, alors les caractéristiques principales, l'évaluation de la proposition, la soumission de la proposition, le système informatique et un petit peu les résultats de la dernière appel à projet. Alors, les caractéristiques principales. Les objectifs principaux sont de rapprocher la recherche et les chercheurs du public, montrer le rôle du chercheur dans la société et l'économie, susciter l'intérêt des gens pour faire une carrière en recherche, s'adresser au grand public avec un accent particulier sur les familles, les élèves et les étudiants. Ces objectifs seront poursuivis à travers de l'organisation de l'Union européenne des chercheurs et la mise en œuvre de l'initiative chercheurs à l'école. Pour les pas attendus, améliorer l'engagement avec les citoyens, sensibiliser davantage le grand public à l'importance et aux avantages de la recherche et l'innovation, diffusion et promotion des projets de recherche d'excellence, susciter l'intérêt des gens pour la science et pour les carrières scientifiques, meilleure compréhension de l'Union européenne et soutenir les enseignants dans le développement d'une approche scientifique autour des sujets prioritaires. Le résultat attendu pour les chercheurs
possibilité accrue d'interaction avec les citoyens et les autorités locales, régionales et nationales, amélioration des attitudes et des compétences en communication pour interagir avec un public non lié à la recherche. Pour les organisations, amélioration de la réputation et de la visibilité des organisations participantes. Le travail des chercheurs rendu plus tangible. Amélioration de la sensibilisation de tous les publics, et notamment de ceux qui n'ont pas facilement accès à la science et aux activités de recherche. Et finalement, meilleure communication des résultats et des activités de recherche et d'innovation à la société. Sur les attentes de l'appel à projet. Les propositions doivent porter à la fois sur l'organisation de la Nuit européenne des chercheurs et sur la mise en œuvre de l'initiative Chercheurs à l'école. La Nuit européenne des chercheurs a lieu chaque année le dernier vendredi de septembre. Des pré-événements et des post-événements peuvent également être organisés. La Nuit européenne des chercheurs s'adresse au grand public, s'adressant aux personnes, quel que soit leur niveau de formation scientifique, en mettant l'accent sur les gens et leurs familles, les élèves et les étudiants. L'initiative Chercheurs à l'école amène des chercheurs dans les écoles pour interagir avec les élèves à tout moment pendant la durée du projet. Les types d'activités de la Nuit européenne des chercheurs. Les activités peuvent combiner l'éducation avec le divertissement. Ils peuvent prendre de diverses formes, telles que l'exposition, des expériences pratiques, des émissions scientifiques, des simulations, des débats, des jeux, des concours, des quiz, et en long, etc. Le cas échéant, il faudrait chercher à collaborer avec les établissements d'enseignement. Activités de chercheurs à l'école. Les activités permettront aux chercheurs de présenter leurs travaux et d'interagir avec les élèves. Les chercheurs s'entretiendront avec les enseignants et les élèves sur les défis liés au changement climatique, au développement durable, à la santé et à d'autres priorités de la Commission européenne, telles que le Pacte vert pour l'Europe ou les EU Missions, comme les cancers, le sol, les océans. Sur autre caractéristique, l'Union européenne des chercheurs doit être présentée comme un événement européen et à l'échelle européenne, et chaque proposition devrait promouvoir l'Union européenne et son impact sur la vie quotidienne des citoyens. Les activités des chercheurs à l'école devraient avoir lieu à tout moment pendant la durée du projet et devraient faire l'objet d'une promotion dédiée. La participation des chercheurs financés par Horizon Europe ou par les programmes cadres antérieurs est encouragée. Les deux types d'activités doivent promouvoir l'équilibre entre les genres, la diversité et l'inclusion dans les sciences. Les partenariats et la coordination au niveau régional, national ou transfrontalier sont encouragés. Les applications de grande qualité qui ne sont pas retenues en raison d'un manque de financement peuvent se voir accorder le statut d'événement associé, qui veut dire qu'ils peuvent organiser l'événement, mais sans financement, malheureusement. Les participants éligibles. Les demandes peuvent être soumises par une ou plusieurs entités juridiques établies dans un État membre de l'UE ou un pays associé à Horizon Europe. Les activités menées dans les pays tiers non associés ne sont pas éligibles au financement. Sur la durée du projet, maximum 24 mois à compter de la date du début. Les candidats sont encouragés à soumettre des propositions couvrant des éditions successives, ça veut dire 2024 et 2025, de la Nuit européenne des chercheurs, et la mise en œuvre des activités chercheurs à l'école pendant la durée du projet. Sur les mécanismes de financement, ici
très vite parce qu'on va avoir après une présentation sur ça. Les coûts admissibles prendront la forme de contribution forfaitaire. La contribution attendue de l'UE par projet se situe entre 50 000 et 150 000 euros par édition annuelle. Par exemple, la contribution attendue par une proposition couvrant 2024-2025 serait comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros. Les demandeurs proposent un montant forfaitaire basé sur une estimation détaillée des coûts. Après évaluation de la proposition, un montant forfaitaire individuel est fixé dans chaque accord de subvention. Les propositions doivent contenir un budget détaillé par bénéficiaire. Les coûts directs, que sont les dépenses de personnel, les coûts de sous-traitance, les frais d'achat et autres catégories, et les coûts indirects. Taux forfaitaire de 25% pour les coûts directs admissibles. Le montant forfaitaire est calculé en appliquant le taux de remboursement applicable, 100% dans ce cas. De plus, les demandeurs doivent fournir une répartition du montant forfaitaire par bénéficiaire et par Work Package. Le paiement sera lié à l'achèvement des Work Packages. Sur l'évaluation des propositions, ça c'est un aperçu du processus, comment ça marche, mais aussi encore on va avoir une présentation d'un expert. Et alors, en premier lieu, la réception de proposals et l'admissibilité, on l'a fait dans l'alliance, on l'a fait nous-mêmes. Après, c'est l'évaluation individuelle des experts. Après, il y a une réunion d'experts pour chaque application. Et après, il y a une réunion, le panel review, pour faire un ranking. Et ça c'est finalement le rank list qu'on utilise pour épuiser les budgets en commençant avec les applications qui ont des marques plus hautes. Sur les critères d'attribution, l'excellence, il faut dire que les aspects suivants seront pris en compte par les experts dans la mesure où les travaux proposés correspondent à la description figurant dans les programmes de travail. Alors, c'est la clarté et pertinence des objectifs du projet et la qualité des mesures de coordination et ou de soutien proposées, y compris la stabilité de la méthodologie. L'impact. Crédibilité de voie permettant d'atteindre les résultats et les impacts escomptés spécifiés dans les programmes de travail et ampleur et d'importance probable de contribution du projet. Adéquation et qualité des mesures visant à maximiser les résultats et les incidences escomptées, telles que définies dans le plan de diffusion et d'exploitation, y compris les activités de communication. Et sur la qualité et efficacité de la mise en œuvre, qualité et efficacité du plan de travail, évaluation des risques et pertinence de l'effort affecté aux Work Packages et des ressources globales. Capacité et rôle de chaque participant et mesure dans laquelle le consortium, dans son ensemble, rassemble l'expertise nécessaire. Ça peut ressembler un peu abstrait, mais ça devient très clair quand vous allez remplir les templates qui est dans le site web de l'application. Alors, si vous suivez bien les templates, vous serez sûr que vous allez exprimer tous les critères d'attribution. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Seulement, il faut suivre les templates. Et sur les notes d'évaluation seront attribuées pour les 3 critères que nous venons de mentionner et non pour les différents sous-critères de chaque critère. Chaque critère sera noté sur 5 et le suivi pour les critères individuels sera de 3 et le score total sera soumis à un suivi global de 10. Et ça, c'est le tableau de notation. Je ne vais pas le lire, mais ça, c'est depuis longtemps le même dans les programmes cadres. Sur la soumission des propositions. Les plans pour l'égalité des genres. Ça, c'est seulement applicable aux entreprises publiques, à l'organisation de recherche
et des universités. Alors, pour les autres, ça n'est pas nécessaire. Et ici, vous avez un lien où vous pouvez voir plus de détails sur ça. Alors, il faut avoir ça si vous réussissez avant de signer les grands agreements, avant de signer les contrats. Les spécificités du modèle de proposition de formulaire administratif. Partie 1. Les tableaux budgétaires. Il y a plein de choses dans les parties 1, mais je vais seulement parler de tableaux budgétaires. Parce que le reste est assez évident, il y a des instructions aussi inclus dans la partie 1. Les coordinateurs et les partenaires devront encoder uniquement le montant de la subvention demandée par chacun d'eux. Les partenaires associés n'encodent pas le budget. Alors ici, c'est seulement ce qu'on appelle le requested grant amount. Il pourrait être que vous dépensez plus et vous allez financer partiellement les projets. Mais ici seulement, on veut voir la quantité que vous allez demander dans l'appel. Sur les spécificités des modèles de proposition de la partie B. Il y aura des documents pour la partie B. Les modèles, les templates que j'ai appelé le template avant, c'est le modèle de la partie B, qui sont la suivi des critères d'attribution. Les limites pour ce document, c'est 33 pages. Ça, c'est important. Mais si vous dépassez ça, vous savez voir un warning sur le système quand vous essayez de faire l'upload. Il y a des instructions incluses dans le modèle et une fois complété, il faut télécharger ça sur le format PDF. Sur les tableaux budgétaires détaillés, en fichier Excel, vous allez voir ça plus tard aussi. Vous devez télécharger et remplir un tableau budgétaire détaillé. Le modèle est disponible au même endroit où vous téléchargez le modèle de la partie B. Les instructions sont incluses dans le fichier Excel. Et l'annexe doit être téléchargé en tant que document séparé. Le fichier est un XLSM. Il contient des macros, ça veut dire qu'il contient des macros. Une fois vous le remplissez, vous devez changer le format pour télécharger en tant que XLSX ou XLS dans le système de soumission. Tout ça, c'est aussi spécifié dans la première page de ce fichier, mais c'est important de lire doucement et très intuitivement les instructions du fichier Excel. Les points sur les systèmes informatiques maintenant. Bon, les propositions pour cet appel doivent être soumises par voie électronique en utilisant le service de soumission électronique de la Commission européenne, accessible à partir du site Web Funding and Tender Opportunities. Voici, vous avez le lien vers l'appel, celle-ci. Une fois que vous allez au lien dans le site web, si vous voulez présenter une application, vous avez tombé sur cet écran ici. J'ai signalé en rouge le download par templates, où vous allez voir les modèles duquel on a parlé et aussi les fichiers Excel. C'est important de savoir que vous ne devez pas attendre le dernier moment. Et vous pouvez soumettre votre application 15 jours avant, une semaine. Et après, si vous faites des changements, vous pouvez à nouveau soumettre. Mais c'est bon de ne pas laisser pour le dernier instant de soumettre la proposition. Ce n'est pas une bonne pratique, en fait. Dans cet écran, vous avez les Edit Forms, que c'est pour la Administrative Form Part A. Et un peu plus bas, ici noté en rouge aussi, où vous devrez télécharger la partie B en PDF, comme on a commenté, et les Detailed Budget Tables. Alors, les budgets détaillés, les fichiers Excel, il faudrait faire les téléchargements ici. Dans le cas où vous avez plus de pages, vous voyez ici qu'est-ce que ça passe. Que vous devez avoir ce petit message en vous informant que dans ce cas, j'ai essayé de faire le téléchargement d'un fichier de
113 pages. Le système indique que le maximum, c'est 33 pages. Mais il faut faire ça parce qu'on a eu des cas où vous faites des téléchargements, vous notez pas les messages ou quelque chose passe. Alors, les experts vont pas noter ça parce que les pages en excès vont être totalement effacées. Alors, si vous avez 35 pages, l'expert va juger la proposition sur les 33 pages et il va avoir information manquante. Ça, c'est normalement très mauvais. Un tout petit peu pour les résultats de la dernière appel à projet. On a reçu 111 propositions et le financement demandé par les propositions éligibles, c'était de 30,5 millions d'euros. Et le budget qu'on avait, c'était 15,5. On a eu 48 projets dans la liste principale et un taux de réussite de 43%, que c'est assez haut. Mais normalement, dans les autres appels qu'on a eu préalablement, le taux de réussite, c'était à peu près de 30% à 35%, mais 43%, c'était assez haut. Peut-être parce que c'était la première appel de Horizon Europe. Je ne sais pas exactement pourquoi. On a reçu pas beaucoup de propositions, mais bon, c'était assez haut. Et sur les pays qui ont réussi à avoir des projets, ce sont ici dans cette graphique. Italie a eu 8 projets, l'Espagne 7 projets, la Roumanie 3 projets, le Portugal 3, et après assez bien répandu. La Pologne 2, la Slovénie, l'Autriche, la Bulgarie, la Serbie, la Turquie, la Grèce. Et après, avec Anne, la Hollande, le Chypre, la France, l'Islande, la Malte. Alors, c'était assez, à part d'un peu de concentration en Italie et en Espagne, pour le reste, c'est assez bien réparti le financement. Et ça, c'est tout que je voudrais partager avec vous. Et je serai content d'essayer de répondre aux questions. Parfait, merci beaucoup, Oscar. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc c'est le moment de poser vos questions à Oscar Barrero Maurice. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions dans le chat. De toute façon, je vais rester jusqu'à la fin. Alors, s'il y a des questions, je peux répondre à la fin. Dans le cas où il y a des questions qui viennent à la tête des participants. Merci. Alors, dans ce cas-là, bon, en attendant que vous réfléchissiez à vos questions, nos participants, je vais peut-être en profiter pour poser une question moi-même concernant le plan de communication et de dissémination. Donc, cette partie-là, elle ressemble beaucoup à la même partie dans les projets de recherche. Mais le principe, j'imagine, n'est pas tout à fait le même pour aborder ce plan de communication, parce que dans les projets de recherche, on va parler comment on communique de résultats, alors qu'ici, il s'agit aussi de parler plus généralement de la promotion de l'événement et des différentes activités. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus des attentes par rapport à ce plan de communication? Oui, c'est vrai qu'il y a un standard. Pour la MSc Citizens, on est en CSA, en Communication and Support Action, et alors les critères d'attribution sont les mêmes pour tous les projets de ce genre. Alors, peut-être, oui, c'est pas c'est assez générique. Mais comme j'ai dit avant, il faut suivre très bien les modèles, les templates. Et si vous remplissez tous les templates, il y a assez d'explications dans les modèles. Et alors, vous pouvez être sûr que vous remplissez tous les points. Mais je crois qu'il faut avant voir les modèles. Et si vous avez des questions, on a une boîte fonctionnelle où on répond toutes les questions des NCP ou des participants.
Et alors, bien sûr, on serait volontiers d'essayer de répondre. Parce qu'en fait, chaque projet est différent, alors c'est difficile de raconter qu'est-ce que c'est un plan de communication standard ou pas. Alors, je préfère ne donner pas d'exemple pour ne confondre les applicants. Mais si vous suivez encore les modèles, les templates, ça ira normalement bien. Oui, oui, bien sûr, merci. Mais est-ce que donc ce plan, il doit inclure aussi des actions de promotion de l'événement en amont ou uniquement la communication sur les résultats sur ce qui a été fait? Mhm. Euh, euh, Peut-être on peut attendre à Claire pour voir l'opinion d'un expert, mais parce qu'en fait, je suis pas un expert en communication, alors je ne saurais pas distinguer entre une application qui est bonne ou pas bonne. C'est pour ça qu'on recrute des experts extérieurs qui font le travail pour nous et qui ont l'expérience en communication dans les projets scientifiques et la communication de la science. Entendu. Alors, est-ce que, Claire, peut-être que vous pouvez nous apporter quelques précisions par rapport à cette question? Il faut, allumer votre micro. Oui, je cherchais ma souris, Oui. désolée. Dans le, template, il y a des work packages obligatoires pour cet, Mmh. appel à projet-là et il y a notamment, un work package sur awareness campaign et ce qui peut peut-être répondre à votre question, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement mettre en place une campagne de sensibilisation préalable à l'organisation des événements et ensuite, bien sûr, la communication sur les résultats intervient après l'évaluation de l'impact et il y a aussi un work package dédié à l'impact assessment. Alors j'ai pas regardé le nouveau template, donc peut-être je dis des bêtises si ça a changé, mais je crois qu'effectivement, comme dit Oscar, la trame est suffisamment précise pour qu'on puisse pas trop se tromper, sur les éléments sur lesquels mettre l'accent. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions qui arrivent, dans le chat, qu'on va prendre en maintenant. Donc, une question, est-ce qu'il y a beaucoup de projets reçus non éligibles? Pas vraiment beaucoup, mais oui, il y en a. Peut-être la dernière appel, c'était 3, 4 projets, mais pas vraiment beaucoup en comparaison dans les autres appels. Bon, pas beaucoup. Merci. Alors une autre question, jusqu'à quelle date le projet peut-il commencer? Esa c'est une très bonne question. Normalement, on essaie et à cause de ce que commentait Claire, que beaucoup de projets font beaucoup d'activités de promotion. Alors, on essaie de commencer le projet le plus tôt possible. Ça serait peut-être le mois de mars 2024, ce serait le plus tôt qu'on peut commencer. Et je dirais que le plus tard, ce serait août, parce que la Research Night, c'est septembre, ce serait déjà assez tard, mais juillet, juin, juillet, je crois que c'est le plus tard qu'on souhaiterait signer le contrat avec les applicants qui réussissent. Mais on va essayer de faire notre mieux pour signer le mois de mars, avril, le plus tôt possible. Merci. Une autre question, concernant le financement. Est-ce que donc le financement apporté, par la Commission européenne a vocation à couvrir la totalité du coût de l'action? Ou est-ce que il faut quand même que les participants, envisagent un cofinancement? Bon, on a tous les cas. On a des projets qui demandent le financement pour le total du coût de projet. Et on a des applicants qui demandent seulement je sais pas, 20% de financement et le reste est mis par eux. Alors, ça ne devrait pas pénaliser parce qu'en fait, on a tous les cas des projets qui demandent le 100% et obtiennent le financement et les projets comme volontaire. J'imagine que si tu vois qu'un projet met l'argent de son propre poche, ça indique qu'il
peut-être plus de motivation, mais ce n'est pas un critère d'évaluation. Alors, bon, pas nécessairement. Mais je crois que c'est très bien que les projets cherchent de financement parce que comme ça, on a plus d'argent pour financer plus de pays, plus d'événements. Ça, c'est toujours bien que les projets essaient d'amener son propre financement. Merci. Et on va prendre la dernière question avant de passer au prochain intervenant. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en dire plus sur les porteurs de projets, académiques ou non, une seule entité ou un réseau? Oui, à nouveau, il y a une grande variété de configurations. On a des projets qui est menés seulement pour un coordinateur, un acteur principal, et pas de partners, pas de, et on a des autres qui ont un gros réseau d'entités. Peut-être tous les types d'entités légales. Alors, n'importe quel type d'organisation et de réseau ou de projet individuel peut réussir l'appel. Alors, il n'y a pas un modèle typique de projet qui réussissent l'appel. Merci, merci beaucoup. Alors, je vois que ma collègue Morgane Bureau a levé la main. Morgane? Oui, je profite aussi. J'ai une toute petite question, peut-être juste pour peut-être rassurer tous les participants, vu que les actions Maurice Claus-Curie sont des programmes blancs, parce que dans la présentation, vous avez indiqué par rapport aux activités dans le cadre des Researchers at School que il fallait que ce soit en lien avec les priorités de la Commission européenne ou avec les missions. Mais on est d'accord que c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que s'il y a un lien, c'est bien, mais on s'inquiète pas si la recherche qu'on mène aujourd'hui n'est pas une priorité telle que le réchauffement climatique ou une alimentation plus saine, etc. Oui, On oui, peut oui, aussi sensibiliser les enfants à d'autres thématiques de recherche. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une sorte de recommandation. Et c'est bien si vous pouvez faire une sorte de lien. Mais c'est vrai qu'un projet qui a des autres objectifs dans les autres domaines de la recherche, ça c'est précieux aussi. Mais bon, c'est toujours bien de creuser tous les points. Mais bien sûr, et on a financé aussi des projets qui touchent pas les omissions ou les parties vertes. Super, merci. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant passer à l'intervenant suivant. Donc, ce sont donc les deux lauréats du projet Free to Act, donc les porteurs du projet Free to Act à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, donc Jérémy Carnet et Lionel Maillot. Donc, on vous laisse donc la parole. Oui, bonjour. Je vais prendre la parole en premier, mais pas très longtemps. Et après, je passerai la parole à Jérémy Kéréné. Donc, on est deux coordinateurs du projet. Et puis, Robin Drieux est aussi présent. Il est project manager. Donc, Robin, si jamais tu veux nous compléter ou pour répondre aux questions. Donc, project manager des derniers projets lauréats, parce qu'on a eu donc Free to Act, qui est notre dernier projet qu'on a obtenu pour 2022 et 2023, mais on avait eu des projets précédents. Donc, je vais faire un petit peu d'historique, juste pour nous situer. Donc, moi, je suis Lionel Maillot, donc je suis à l'Université de Bourgogne à la fois et à UBFC, donc l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, qui est à la Commu. Et à l'UB, je suis chercheur associé, je travaille sur la médiation scientifique, la vulgarisation. Et puis, je suis aussi responsable de programmes de rencontres entre chercheurs et public. Et puis, à UBFC, je suis vice-président culture et liens sciences-société. Et Jérémy Kéréné se présentera peut-être plus précisément, mais il est aussi dans ce métier de la médiation scientifique en tant que directeur du service sciences-agriculture de l'Université de Franche-Comté. Donc, on se rejoint dans le cadre de la Commu UBFC. Et après, j'arrête avec les acronymes. Alors, un petit historique. Il y a eu une toute petite nuit des chercheurs en 2005 à Paris, mais ça a vraiment démarré en 2006. En fait, c'est plusieurs volontaires intéressés qui se sont regroupés. Donc, dès le début, il y a eu une question de Clara sur la logique de réseau ou de projets individuels. En fait, dès 2006, ce sont des universités et des centres de culture scientifique
Alors, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, ces acronymes. Je n'ai pas fini finalement avec les acronymes, les CCSTI, hein, les Centres de culture scientifique, technique et industrielle. Bon, par exemple, à Grenoble, il y a la Rotonde, il y a le Dôme à Caen, Cap Science à Bordeaux. Voilà, ce sont des associations qui sont des organismes qui travaillent avec les universités. Et donc, certaines étaient intéressées, d'autres universités, on était des groupes de mémoire 5-6. Et donc, on avait déjà postulé à la Nuit des chercheurs, on avait obtenu le projet. Alors, souvent l'information vient des services Europe quand c'est dans les universités, mais en fait, les projets sont très souvent portés par des services de médiation ou de culture. Hein, au vu des enjeux, vous avez vu les enjeux rappelés par Oscar Barrero sur améliorer la communication, un meilleur rapprochement entre chercheurs et public. C'est vraiment ce corps de métier-là de la médiation scientifique qui est appelé. Parfois on dit culture scientifique, ou même je vois que Olivier Marco est là. Maintenant, on est un nouvel acronyme, un dernier, c'est Science avec et pour la société, donc SAPS. Donc, c'est souvent quand même pour les nuits des chercheurs, enfin même essentiellement, ce sont ces services dont le métier est la médiation scientifique qui sont porteurs des nuits des chercheurs. Donc en France, on est dans une pratique de réseau, plutôt de groupe. Et en 2012, on a pris la coordination nationale avec une collègue de Franche-Comté, donc moi j'étais déjà là. Et puis on a regroupé depuis sur les différents appels entre 14 et 16 villes, donc une quinzaine de partenaires. Et puis, Université de Bourgogne et Université de Franche-Comté ont fait cette commu. Et donc là, le dernier projet a été présenté par la commu. Donc, une quinzaine de partenaires, des services de médiation scientifique. Par exemple, pour être plus, peut-être vous connaissez Océanopolis aussi, par exemple, à Brest, qui est dans ces partenaires. Et puis, ce qu'on fait en général, mais Jérémy le dira plus précisément, c'est qu'on se retrouve deux fois par an en présentiel pour faire des échanges sur les pratiques, sur comment former, accompagner les chercheurs, comment faire venir du public, parce que c'est pas si simple que ça, en fait, hein, de dire venez passer une soirée avec des chercheurs. Si on veut sortir un petit peu des gens qui sont déjà habitués à fréquenter ce genre d'activités culturelles. Et donc, on se retrouve pour travailler soit à la conception du projet en amont, soit améliorer le projet. On a parlé d'impact, communication, etc. Donc, travailler sur la médiation. Voilà, je vais laisser Jérémy parler vraiment du dernier projet. Donc, on a déposé il y a plus de 2 ans maintenant et qui a amené aux Nuits des chercheurs 2022 et à la prochaine, le 29 septembre. Ouais, merci Lionel. Donc, tu m'as à peu près présenté. Donc, je suis médiateur scientifique effectivement à l'Université de Franche-Comté et je dirige notre service qui est à la fois service culturel et de culture scientifique. Je vais redonner peut-être un peu dans l'ordre les partenaires actuels du projet, parce qu'il y en a peut-être des collègues des universités ou des régions concernées. Donc, avec ce mélange de centres de sciences et de services médiation des universités. Donc, à Angers, c'est Terre des Sciences, à Besançon, c'est l'Université de Franche-Comté, à Bordeaux, Cap Science, à Brest, Océanopolis, à Dijon, Université de Bourgogne, Le Mans, Université de Limoges, Université de Lorraine, Aix-Marseille Université, Université de Côte d'Azur à Nice, Université de Toulouse pour Toulouse et Albi, l'association Trace pour Paris, l'ACODICée, qui est une association pour Pau, la Rotonde à Saint-Étienne et l'Université de la Réunion pour Saint-Denis. Voilà les partenaires. Dans le projet en cours, on a eu 2 nouveaux partenaires. Et c'est vrai qu'on a toujours à cœur de faire évoluer ce consortium et de le faire évoluer doucement. Parce qu'on essaye de faire un projet cohérent et de vraiment travailler finement ensemble. Lionel parlait de ces réunions qu'on fait 2 fois par an, où on prend le temps d'échanger sur nos pratiques, d'échanger nos idées, etc. Mais j'y reviendrai. Il y a ça, mais il y a aussi beaucoup d'entraide tout au long de l'année, du montage du projet, etc. Donc pour nous, c'est important de travailler en confiance entre nous et puis d'avoir à peu près la même vision
de ce qu'on entend par culture scientifique dans le cadre d'une nuit européenne des chercheurs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut que les chercheurs rencontrent le public? Parce que la culture scientifique, et il y a quand même plusieurs courants, plusieurs façons de faire de la culture scientifique, et on essaye d'avoir la même approche collectivement. Donc, ça peut prendre du temps. Donc là, par exemple, les deux nouveaux, il y en a qu'on connaissait, c'était ceux de Lorraine, parce qu'ils avaient déjà fait une nuit des chercheurs précédemment, donc ça a été assez rapide. Mais les collègues de Lac Odyssée à Pau, qu'on ne connaissait pas, on a vraiment pris le temps de les inviter à venir voir l'année d'avant une nuit des chercheurs, etc. Voilà, pour nous, c'est assez important. Et puis, ce qui est aussi important pour ce travail vraiment en confiance et en groupe, c'est d'avoir un manager de projet. Donc, Lionel le disait, il y a Robin qui est là. Ça n'a pas toujours été le cas dans les projets avant, qu'on déposait il y a quelques années. Mais ça permet vraiment, au-delà des choses pratiques, hein, de gérer les budgets et les choses comme ça. Mais ça permet vraiment aussi de ce travail collectif. Donc, quand on a monté le projet et tout au long du projet, on échange donc pas simplement sur les thématiques et la communication. On essaye de faire plus que ça. Donc, on échange aussi, je le disais, sur la façon dont on va organiser les rencontres entre les chercheurs et le public, ce qu'on appelle les dispositifs. On a toujours essayé d'être assez innovant en la matière. Et dans ce projet aussi, il n'y a pas beaucoup de conférences ou de choses comme ça. C'est vraiment, voilà, il peut y avoir des stands, mais on essaye aussi de créer des dispositifs qui ont du sens. Je prendrai un exemple parce qu'on le fait depuis longtemps, mais il y a des speed dating scientifiques qu'on fait tous ensemble et qu'on essaye vraiment, alors comme ça, l'idée est assez simple et on voit tout de suite de quoi il s'agit, mais on a essayé de les améliorer au fil des années ensemble, justement. Par exemple, il y en a qui vont. Un jour, on dit c'est plus facile quand la discussion commence avec un objet présenté par le chercheur sur la table. Et voilà, après, tout le monde l'a expérimenté. Ça peut sembler des détails, mais c'est des détails qui, de notre point de vue, compte à la fin quand on espère qu'il se passe vraiment quelque chose dans cette rencontre chercheur-public. Voilà, et on échange aussi sur les thématiques. Donc, les thématiques du projet en cours. L'année dernière, c'était imprévu, et cette année, c'est nos futurs, avec des S à nos futurs, mais pas de la même couleur que nos futurs. Enfin, vous pouvez aller voir le visuel que vous trouverez sur le site si vous tapez Nuit européenne des chercheurs en français, vous tombez sur notre site. Et puis, on monte des projets vraiment communs. J'en prendrai un qui aura lieu cette année, qu'on a déjà fait dans des éditions précédentes. C'est une grande expérience participative, c'est-à-dire que le consortium lance un appel à projet de recherche. Certains de vos services, DRV, etc., l'ont peut-être vu passer. Pour financer, alors petitement, on ne se substitue pas à la Commission européenne, un projet de recherche, mais qui aurait un aspect participatif, mais qui pourrait se décliner pendant la nuit des chercheurs. Parce qu'on n'offre pas tellement juste ce petit financement, mais surtout la possibilité de rencontrer plusieurs milliers de personnes dans 16 villes en France ce soir-là. Et donc, on reçoit des projets de recherche que ça intéresse et qui ont la possibilité, voilà, technique de décliner leur recherche participative avec un très large public. Alors, peut-être pas l'ensemble du public, mais au moins plusieurs milliers. Et ça, c'est typiquement voilà, quelque chose qu'on fait ensemble. On sélectionne le projet de recherche et on le monte ensemble pour qu'il se décline de façon identique dans toutes les villes. Donc, c'est pareil, si vous allez sur le site Internet, vous verrez que là, c'est une expérience sur la qualité de l'eau menée par des collègues de Toulouse, des chercheurs à Toulouse. Et donc, voilà, on va équiper les visiteurs, un certain nombre de visiteurs de kits pendant la nuit des chercheurs, le vendredi soir, pour que le samedi, ils puissent faire des prélèvements dans les cours d'eau, les flaques d'eau, les fontaines autour de chez eux et avoir une cartographie, peut-être pas très fine, mais assez inédite à l'échelle nationale. Voilà, ça, on avait déjà fait comme ça des expériences participatives qui montrent comment on travaille ensemble à monter vraiment des projets communs. Oscar le disait, donc maintenant, depuis quelques années, il y a aussi, il n'y a pas que les 2 nuits des chercheurs, il y a aussi il y a les pré-événements, les post-événements et ces chercheurs dans les classes qui font le lien tout au long de l'année et pendant les 2 années. Ça, nous, ça a été pour la plupart assez finalement facile à mettre en place parce que les centres de culture scientifique ou les médiateurs des universités, on faisait déjà tout ça, on avait tous déjà
une expérience, une expertise pour faire des rencontres dans les classes. Donc là aussi, on l'a mise en commun pour imaginer un dispositif assez simple de rencontres dans les classes. Le projet en cours, mais comme les précédents, bénéficie aussi du coup de soutiens nationaux des 2 ministères concernés par la culture scientifique, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui notamment soutien pour l'évaluation, mais aussi, et c'est important, pour la mise en lien avec la fête de la science, parce que notre fête de culture scientifique nationale est quand même juste après la Nuit européenne des chercheurs, donc c'était important de montrer que ce n'était pas des projets concurrents, mais que justement, ils se faisaient ensemble, et donc il y a des passerelles, notamment de communication. Et le ministère de la Culture soutient également le projet en cours, et encore cette année. Voilà, et donc pour terminer, on est du coup en train de monter le prochain projet. Pour dire, j'ai donné le cadre, le fonctionnement. Donc là, il y a déjà des nouveaux avec qui on a déjà pu discuter. En tout cas, si jamais il y en a qui sont très intéressés, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous. Voilà, on n'a pas vocation à refaire justement une coordination, nous, notre projet, comme il y a la fête de la science, avec toutes les régions, toutes les structures de culture scientifique à l'intérieur. Mais on peut toujours discuter en fonction des projets. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Je vois que Olivier Marco est également présent dans la salle. Donc, c'est notre collègue du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui est responsable du département dédié aux relations entre la science et la société. Donc, Olivier, je vais te laisser dire quelques mots sur le soutien apporté par le MESR, si tu veux. Merci Eugénia, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux que je connais plus particulièrement. Je voulais dire, y compris par rapport à la Commission européenne, que pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette initiative est vraiment très importante pour nous et on la soutient très fortement à tout point de vue. Je veux dire que vraiment cette initiative d'organiser à la fois la nuit des chercheurs et puis l'intervention dans les écoles correspond tout à fait à une attente au plus haut niveau de l'État, hein, puisque c'est tout à fait soutenu par la ministre et par le gouvernement et par le ministère de la Culture, Lionel l'a dit. Et donc, ça s'inscrit totalement dans notre vision. Et donc, voilà, je voulais vous redire ça. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Je l'ai fait inscrire dans la feuille de route officielle Sciences et Sociétés du ministère qui sera publiée, donc là je vous le dis, mais c'est pas encore public, en fin d'année, en tant que tel, parce que ça nous paraît vraiment quelque chose, un message très fort qui est passé. Vous le savez, nous en France, depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, on organise la fête de la science qui historiquement se tient début octobre. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine proximité temporelle puisqu'il y a quelques semaines seulement entre les deux événements. On s'est beaucoup interrogé et on pense que finalement, c'est pas du tout un problème. En fait, la nuit européenne des chercheurs, c'est une sorte de spin-off de la fête de la science d'une certaine façon et c'est très bien tel que c'est fait et ça ne pose pas de problème. Au contraire, hein, c'est très bien. Plus on va communiquer et intéresser les publics sur les questions qui touchent à la culture scientifique, aux questions sciences et société, eh bien, plus on peut espérer un impact important sur la société, sur l'intéressement à la culture scientifique, à la méthode scientifique. Et donc, c'est très bien et ça fait jamais de mal de multiplier les événements. Donc, je voulais vous dire ça. Je voulais dire que moi, je suis arrivé récemment à la direction du département des relations sciences et société du ministère. Et voilà, ce projet de Nuit européenne des chercheurs et d'intervention en milieu scolaire est très important pour nous. On va continuer de le soutenir, on va essayer d'apporter un cofinancement supplémentaire pour augmenter l'impact des actions. On finance déjà la partie évaluation qui est très importante. Et voilà, c'est le message que je voulais passer et je voulais dire à la commission, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai tout écouté, j'ai pris des notes parce que comme ça, j'en ai profité pour m'instruire sur comment ça fonctionne et les attendus.
Je veux dire aussi aux autres participants qui sont là, je ne sais pas si vous faites partie du consortium français ou si vous avez d'autres projets, ma porte est ouverte. N'hésitez pas à me recontacter si vous voulez discuter de vos envies, de ce que vous avez envie de faire. Et puis, bien sûr, je suis désolé, je dois partir dans quelques minutes, mais vous êtes dans de bonnes mains avec le point de contact national Marie Curie, hein, que je salue et que je connais très bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire passer comme message. Je suis très enthousiaste sur ces projets, donc continuez, c'est un super boulot et vraiment bravo et on compte sur vous. Ça fait vraiment partie des actions qui sont très importantes et très structurantes en France et en Europe. Et en plus, donner cette double dimension culture scientifique et Europe, c'est carrément formidable parce que c'est vraiment un message fort qu'on veut faire passer, hein. La science, elle n'a pas de frontières. Et donc, inscrire un projet à l'échelle de l'Europe, c'est tout à fait magique dans ce domaine. Donc, continuez. Ouais. Merci beaucoup, Olivier, pour ce discours très encourageant et merci d'avoir trouvé le temps de participer à cette session d'information. Donc, il y a quelques questions qui arrivent donc pour Lionel et Jérémy. Donc, je vais les reprendre par ordre d'arrivée. Donc, les chercheurs dans les écoles, oui. Donc, Carla qui demande pour l'action des chercheurs dans les écoles, quel niveau est-ce qu'il est préférable de viser? Plutôt collège, lycée, primaire? Bon. En général, nous, pour les actions dans les écoles, en fait, on est tous des partenaires qui faisons déjà des actions dans les écoles. Et c'est vrai que pour les petits, on est plutôt sur des activités de découverte scientifique et technique. Et les chercheurs ne sont pas forcément, a priori, je dis bien a priori, les personnes les mieux placées pour comprendre quels sont les besoins de l'enfant, etc., sur ces activités de découverte. Donc, en général, on est quand même plutôt sur les collèges-lycées, voire CM1, CM2. Mais par exemple, à Cap Science, il y a des gens qui font des expérimentations avec des petits, mais avec des chercheurs qui ont justement un savoir-faire avec les plus petits. Voilà, donc après, ça questionne surtout le sens de l'intervention des chercheurs avec des élèves. Et nous, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est que on a plutôt tendance à avoir une vision assez scolaire de la science quand on est au collège et au lycée. Et c'est pas forcément demander aux chercheurs de réactiver cette vision scolaire, c'est-à-dire de revenir pour faire un cours à la place du prof. En plus, ils n'ont pas forcément les compétences du prof, ils connaissent pas les niveaux des élèves, les chercheurs. Donc, on est plutôt sur essayer de promouvoir qu'est-ce qui peut se passer d'autre, quels peuvent être les autres enjeux avec des chercheurs. Et il y a beaucoup d'enjeux, ne serait-ce que de l'ordre de l'affect, en fait, de rencontrer un chercheur, de pouvoir lui poser une question qui le trouble, qui l'intéresse, voir justement, je dis il, mais ça peut être elle, voir qu'on peut être une chercheuse en littérature qui est super intéressée, qui fait un métier super intéressant et se projeter. Et parler aussi de l'activité de recherche. Donc les personnes, l'activité, et on a quand même pas mal de travail là-dessus sur comment créer des vraies rencontres en fait qui activent ces enjeux de plus culturels en fait que finalement didactiques. Bon, j'ai fait peut-être une réponse plus longue. Non, mais c'est très bien, c'est très détaillé. Merci beaucoup. Et donc les SHS ont un rôle, j'ai vu qu'il y avait une question sur les SHS. Oui, c'est ça, c'est la question que je voulais vous poser. Donc, vous avez parlé des démarches participatives et donc la question est quelle place ont les SHS dans ces démarches participatives? Robin a d'ailleurs un peu répondu en disant que cette année, il y a cette grande expérience participative sur l'eau, mais il y en a une petite en SHS. Mais surtout, si on parle de ces grandes expériences participatives, on a eu plutôt l'inverse dans le passé, beaucoup de réponses en SHS. Et d'ailleurs, si je prends les disciplines des précédentes grandes expériences participatives, c'était psychologie et économie expérimentale. Parce que faire une expérience avec 1000, 2000 personnes le même soir dans 16 villes, ça, on va plus souvent toucher des chercheurs en SHS qui peuvent décliner une expérience, alors que je sais pas, des médecins, par exemple, ils vont avoir du mal à faire
Enfin, on a déjà eu des réponses en biologie, hein, mais qu'on n'avait pas sélectionnées. Et puis globalement, plus globalement, pas juste sur cette expérience, mais je dirais que la nuit, enfin, notre projet Nuit européenne des chercheurs, il a toujours été très, très équitable par rapport à ça. En tout cas, il y a une grande présence de SHS pour plein de raisons, mais déjà parce que les services on se présente toujours comme médiateur scientifique dans les universités, mais on fait de la médiation de la recherche puisqu'on est dans les universités pluridisciplinaires. Donc, on a autant l'habitude de travailler, on fait pas tellement même là, on ne trace pas une grande frontière. Donc, quand on va dans les écoles, on amène autant des historiens, des géographes et des philosophes que des physiciens ou des chimistes. Donc, et ça se voit à la Nuit des chercheurs qui, en plus, me semble une manifestation assez adaptée pour ça, puisqu'on parle justement de la recherche et des processus de recherche. Donc ça, il n'y a pas de problème pour en parler, quelle que soit sa discipline. C'est vrai qu'historiquement, la vulgarisation, c'était plutôt les sciences de la Terre, de l'univers, la santé, etc. Et c'est même depuis les années 2000, on essaye de justement avoir une vision plus large et inciter des chercheurs en sciences humaines et sociales à venir aussi, à pas faire seulement des conférences, parce que c'était plutôt la pratique, mais à venir à discuter, dialoguer. Donc ça fait partie un peu des innovations et d'avoir des chercheurs en droit, par exemple, qui participent à des nuits des chercheurs. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il nous reste une dernière question. Pour les chercheurs français, y a-t-il un intérêt à déposer un projet MSc and Citizen individuellement ou vaut-il mieux rejoindre un projet Free to Act qui semble coordonner l'ensemble des initiatives françaises pour la nuit des chercheurs? Alors, je vais peut-être essayer de répondre et je vous laisserai compléter, Lionel et Jérémy. Euh, donc, bah, je pense que les 2 sont possibles. On ne peut pas vous donner une réponse, c'est à vous de voir. Rejoindre Free to Act, s'ils sont d'accord, ça doit être possible. Sinon, il est également, bien sûr possible de choisir, de déposer un projet individuel. Je voulais juste préciser, donc, nous avons, fait cette année, l'analyse des rapports d'évaluation des projets, qui ont été, soumis. Certains étaient retenus, d'autres non retenus. Et donc, globalement, on a constaté que les projets avec un scoop très étroit, sur une thématique, bah, très précise et un peu étroite, ne sont pas, vus très positivement par les experts évaluateurs. Donc, Claire pourra peut-être aussi, nous en parler un peu tout à l'heure. Et donc en fonction de la thématique de votre projet, de son ampleur, voilà, c'est à vous de choisir, si vous décidez d'y aller tout seul ou rejoindre un plus grand consortium. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter, Jérémy, Lionel? Non, non, en tout cas, oui, le Free to Act, c'est le nom du projet en cours, donc ça s'appellera pas comme ça le prochain, mais nous allons effectivement, déposer un projet que nous sommes en train de faire, c'est ce que je disais. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, voilà. Après, je dirais pour des chercheurs, je pense que c'est possible, mais en tout cas, je pense qu'il y a un intérêt à se rapprocher des médiateurs de son université. Il y a pas toujours un service entièrement dédié, mais il y a quand même maintenant des médiateurs scientifiques dans presque toutes les universités. Parce que alors ça dépend du projet, hein, vous avez raison, Eugénia, mais globalement, il s'agit quand même de faire venir du public plutôt assez nombreux, et cetera. Donc je trouve sans l'aide d'un service support comme les nôtres, c'est quand même, a priori plus compliqué. Enfin, je pense que ça peut être, en tout cas, il y a une vraie utilité à se rapprocher du service de médiation. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plus de questions, pour l'instant. Donc merci encore à Lionel et Jérémy et nous allons, maintenant, laisser la parole à notre, prochain intervenant, donc Claire Soriano, de l'université, Clermont-Auvergne, qui est donc experte évaluatrice et qui pourra, peut-être vous en dire un peu plus sur les attentes, justement par rapport au contenu, de votre dossier. OK, merci Eugénia. Bonjour à toutes et à tous, de nouveau. Donc Claire Soriano, je suis d'abord ingénieure de projet européen et responsable du pôle ingénierie de projet à la direction de la recherche et des études doctorales de l'université Clermont-Auvergne. Donc aujourd'hui, j'interviens parce que je suis aussi experte évaluatrice et j'ai été amenée à évaluer plusieurs sessions de Marie Curie Citizens.
Donc j'interviens à titre individuel, pas du tout au nom de l'Université Clermont-Auvergne et pas non plus au nom de la Commission européenne, ça c'était Oscar. J'ai été retenue pour être experte évaluatrice après avoir créé mon profil sur le portail Funding and Tenders de la Commission européenne. Donc c'est le portail où vous retrouvez tous les appels à projets. Quand vous créez un compte, vous pouvez aussi créer votre profil d'expert évaluateur, le compléter autant que possible, le mettre à jour régulièrement. Et si la Commission européenne recherche des experts, alors elle va utiliser cette base de données et vous contacter pour vous proposer d'intervenir sur un appel précis. Dans mon cas, j'ai été sollicitée après avoir eu une certaine ancienneté sur mon poste, donc je pense que on n'est pas sollicité tout de suite après avoir créé son profil, on est sollicité peut-être un petit peu plus tard en fonction des besoins aussi de la Commission européenne. Ce qu'il faut savoir, il me semble, sur les experts évaluateurs, c'est qu'on est des individus, donc on travaille en notre nom propre sur une mission donnée. Et tous nos propos n'engagent en rien ni notre employeur habituel, ni la Commission européenne. On est tenu par des règles de confidentialité pendant le processus d'évaluation et après le processus d'évaluation, donc je ne vous donnerai pas de détails croustillants ce matin. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que la Commission européenne réalise un gros travail pour garantir l'absence de conflit d'intérêts donc entre les experts et les projets qu'ils évaluent avant le démarrage du processus d'évaluation. Donc personne n'évalue de projet de son établissement ou d'un établissement pour lequel il a travaillé ou qu'il connaît particulièrement bien. Dans les informations qui sont mises à disposition des experts évaluateurs, ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, on a exactement la même documentation que les candidats. Nos textes de référence, c'est le texte de l'appel à projet et le guide du candidat. Il n'y a pas d'autres guides confidentiels, secrets, avec des détails plus précis. Ce qu'on va avoir en plus, c'est quelques consignes de la part de la Commission européenne sur comment interpréter ou mettre en œuvre les attentes de l'appel à projet dans l'évaluation. Par exemple, l'appel à projet ouvert actuellement indique que les candidats sont encouragés à soumettre un projet qui inclut des activités en 2024 et en 2025. Et bien certainement qu'avant le processus d'évaluation, la Commission européenne nous dira s'il faut considérer différemment les projets qui couvrent les 2 années et les projets qui couvrent qu'une des 2 années. C'est ce genre de consignes qui sont données, pas davantage. Pareil sur la question des thématiques qui étaient évoquées tout à l'heure, quand dans l'appel à projet, certaines thématiques sont encouragées, bien, on va dire comment considérer les projets qui rentrent dans les thématiques encouragées et ceux qui ne rentrent pas. Dans mon expérience d'évaluation, donc j'ai été amenée à faire quelques conclusions sur le type de projet que l'appel finance, qui va rejoindre sans doute ce qui a été dit jusque-là. Donc on est sur des projets qui sont très aboutis dans les projets qui sont soumis. Certes, le taux de succès est plutôt bon par rapport à d'autres appels à projets européens, mais ça ne veut pas forcément dire que des projets pas complètement aboutis ont leur chance, parce qu'on a des projets vraiment de très très bonne qualité, très détaillés et d'envergure assez importante. On est sur un appel qui a pour objectif de mettre en valeur les financements qu'alloue l'Union européenne à la recherche et de sensibiliser une communauté très très vaste, le grand public dans son sens large, à l'activité scientifique, quelles que soient les thématiques. Donc, on a besoin de projets qui assurent un maximum d'impact des événements, des activités qui sont organisées dans leur cadre et donc qui touchent le plus vaste public possible. Donc, il y a très très peu de chances que des projets individuels de chercheurs soient sélectionnés. C'est trop petit en termes de scope, en termes d'envergure. Des projets individuels d'établissement non plus. Une université toute seule qui dépose, elle a quasiment aucune chance, parce que ce qui est attendu, c'est vraiment un impact très très vaste. Donc on va être sur des projets qui associent des acteurs très différents, soit d'un même territoire, soit d'un même réseau, comme c'est le cas pour le projet qui a été présenté à l'instant. Donc à l'échelle d'un territoire, soit à l'échelle locale, régionale, voire nationale, selon les États, ou un partenariat d'établissement, ce genre de réseau. Et
que je constate aussi, pardon, c'est qu'on est beaucoup sur des partenariats très complémentaires avec des typologies d'établissements différents qui apportent chacune une expertise sur l'évaluation de l'impact, sur l'événementiel, l'organisation, la médiation scientifique dont sont expertes les universités, mais aussi des écoles qui vont être impliquées dans les chercheurs à l'école, etc. Donc encore une fois, ce qui est essentiel, c'est la mise en avant de l'impact, le fait d'avoir un réseau solide d'acteurs qui ont une expérience préalable dans le domaine, donc de la médiation scientifique surtout, mais pas seulement, et dont l'engagement et le rôle est clairement défini. Donc chaque partenaire doit être complémentaire et apporter son expertise. On retrouve quelques erreurs habituelles, mais qui sont classiques, comme ne pas avoir lu correctement l'appel à projet, ne pas proposer d'événements lors de la nuit des chercheurs, ça c'est un petit peu bête. Il y a l'aspect promotion de l'Union européenne aussi, qui est souvent mise de côté et pas intégrée dans le projet. Et puis, vraiment, les erreurs à ne pas faire du tout, c'est sous-estimer la section impact. Je suis désolée, je me répète, mais il faut des indicateurs de réussite. Il faut des indicateurs de réussite précis qui soient comparables avec des indicateurs que vous auriez obtenus dans le cadre d'organisation d'événements antérieurs pour qu'on puisse déterminer la faisabilité et la réalité des objectifs d'impact. Et puis, il ne faut pas non plus sous-estimer la campagne de sensibilisation. Donc, je viens de vérifier, il y a bien toujours un work package obligatoire dans la trame Awareness Campaign, où cette campagne de sensibilisation, c'est la clé pour toucher tous les publics qui vont pouvoir participer aux activités. Donc, plus elle est poussée, plus elle est étoffée, plus vous allez avoir de chances de toucher un public varié et donc de maximiser l'impact de tous les événements que vous organisez dans le cadre du projet. Et une fois que vous avez fait cette sensibilisation, organiser ces activités, la nuit des chercheurs, eh bien, il faut évaluer l'impact du projet. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement important pour la Commission européenne qui est souvent mise un peu de côté dans les projets. C'est qu'on veut savoir ensuite ce que vous allez en faire des conclusions des activités, comment vous mesurez si les activités ont été une réussite ou pas, et comment vous améliorez pour la fois suivante, voire échanger des bonnes pratiques avec d'autres projets similaires pour partager l'expérience à l'échelle européenne. Voilà, donc je suis désolée, je suis peut-être allée un petit peu vite, mais pour conclure sur ce que moi j'ai compris de cet appel, en tout cas, c'est surtout des projets de réseau institutionnel qui vont être ciblés, qui rassemblent des experts de la médiation scientifique, mais pas seulement, événementiel, communication, des thématiques SHS qui peuvent apporter une grande plus-value dans l'évaluation de l'impact également. On a la cohérence du partenariat avec un maillage soit en réseau, soit en territoire qui est très important, l'expertise et la complémentarité des membres du consortium aussi, et puis le détail apporté à l'écriture des sections du projet et en particulier la section impact. Merci beaucoup, Claire Soriano. Alors, il y a quelques questions qui arrivent dans le chat. Alors, Sophie Gomez, alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole et nous la poser de vive voix? Je vais activer votre microphone. Ça y est, donc Sophie Gomez, votre microphone est activé, vous pouvez poser votre question. Ok. Oui, c'est juste qu'en entendant, par exemple, le projet de Monsieur Jérémy Quérenet, c'est tout booké. C'est tout booké, vous allez déposer cette année, donc c'est bon, hein, il n'y a pas 50 000 projets différents, autres, supplémentaires, qui vont être financés. Le vôtre, il a l'air déjà d'être en continuité avec des choses que vous avez déjà faites. Donc, c'est un exemple, hein, je veux dire. Ça veut dire, a priori, pour déposer un nouveau projet qui pourrait ressembler, a priori, ils vont tous se ressembler de toute façon, plus ou moins, par rapport à ce type d'activité.
Nous, ce qui est Ah, quand même pas, nous, c'est pas gagné. Enfin, Robin qui est en train de rédiger le projet et de faire travailler tous les partenaires, c'est plutôt le moment où on va s'inquiéter, nous, on pourrait très bien, notre projet pourrait ne pas passer cette année. Hein, Mais si j'ai bien compris, c'est un projet, enfin, c'est une continuité quelque part de ce que vous avez Alors, déjà. c'est vrai que notre consortium qui a évolué, et nous, on est dedans depuis le début, on a toujours obtenu, mais malgré tout, c'est la règle de l'appel à projet. Enfin, c'est pas à l'abri qu'un jour ça passe pas, que Oui, Claire nous mette une d'accord. mauvaise note et puis que du coup, non, mais ça, D'accord, Des mais projets qui ont déjà été soutenus et qui sont la continuité d'autres projets ne sont pas évalués différemment, hein. Tout le monde est au même niveau. Ils vont avoir peut-être plus de clés pour démontrer la faisabilité de leur projet parce qu'ils ont une expérience antérieure semblable. Mais pour l'expert évaluateur, ça n'a pas de poids, d'avantage que d'autres projets qui déposeraient pour la première fois. mais d'accord. Mais juste, alors je ne sais pas si vous l'avez dit, peut-être vous l'avez dit, mais je ne me rappelle plus. Il y a combien de projets qui sont retenus? Alors al- Oscar l'a dit tout à l'heure, c'est ça, 111 dépôts et Ah oui, 43%. oui, c'était la dernière rappel, c'était 111 projets déposés et on a retenu finalement 49. Parce que l'année dernière, avec le Brexit, on a eu 4 projets plus de la liste de réserve. Mais comme vous disiez, si un projet qui a l'expérience a plus de chance parce que le projet peut être plus arrondi parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils travaillent sur ça, mais comme Claire a dit très bien, pour l'évaluateur, va être comme en première soumission, mais un projet qui est soumis pour la première fois va retrouver une compétence très dure parce qu'il y a beaucoup de projets très forts, oui, c'est vrai. Oui, en fait, c'est logique que quelqu'un qui écrit le projet pour la première fois, il a moins de facilité, on va dire, à avoir acquis et avoir eu tous les retours du premier projet, etc., quoi. Enfin bon, mm. on va dire. Après, si je peux me permettre, il n'y a pas non plus, il n'y a pas forcément un projet par pays. Donc, il y a des pays où il y a plusieurs projets qui sont retenus. Donc, en France, il se fait que depuis des années, c'est toujours le projet porté par Bourgogne-Franche-Comté qui est retenu. Mais ça n'exclut absolument pas les autres et ça dépend de la qualité des autres projets qui candidatent. Oui, non, mais bien sûr, mais ça, c'est on va dire la théorie, c'est normal. Mais après, il y a la pratique dans l'histoire. Après, dans la pratique, il y a aussi beaucoup d'autres pays où il y a plusieurs projets qui sont retenus chaque année, donc il ne faut pas vous auto-censurer. Peut-être que si aujourd'hui, au mois d'août, vous êtes encore seulement en train de vous poser la question si vous répondez ou pas à l'appel à projet, c'est peut-être un peu tard pour Non, mais préparer bien une sûr. candidature de qualité. Mais si vous vous y mettez en avance, et que vous avez des compétences nécessaires, aussi bien scientifiques que pour des services supports, vous avez tout à fait des chances de monter une bonne proposition. Oui, après, effectivement, c'est pas pour cette année que j'y pensais, c'était Mmh. pour le prochain, parce que cette année, c'est voilà, les gens que j'ai sollicités cette année sur le sujet, ils m'ont dit oh là là, c'est trop court, on n'a pas le temps, et c'est pour ça que j'avais interrogé Eugénia par mail en lui disant mais bon, du coup, est-ce que ce sera reconduit? Et du coup, en gros, la réponse, il me semble, hein, Eugénia, c'était reconduit pour 2025, puisque là, on est sur des choses qui vont avoir lieu pour 2023-2024, si j'ai bien compris l'histoire, hein. Et donc, ce sera éventuellement pour le prochain, l'appel à projet, que pour celui-là que je réfléchis. Mais justement, je réfléchis en avance, beaucoup en avance, mais c'est mieux. D'accord. Alors, Peut-être juste pour préciser, puis oui. ça répondra à un début de réponse pour la question de Carla. Il y a aussi deux universités françaises qui ont un projet cette année, qui l'avaient l'année dernière, qui ne sont pas dans notre consortium, mais qui ne sont pas isolées, qui ont posé dans leurs alliances européennes, avec leurs alliances européennes. Par exemple, l'Université de Savoie-Mont-Blanc fait une nuit des chercheurs, une nuit européenne des chercheurs, pas dans notre consortium, mais avec un consortium européen. Alors, rien d'obligatoire, mais ce qui est quand même intéressant, parce que ça a été le cas les années précédentes, c'est que des gens qui souhaitaient déposer un projet, enfin, tout le monde se connaît un peu dans le milieu de la culture scientifique, donc c'est intéressant de dire, de se tenir informé.
Et je me souviens d'un projet qui était plutôt sur l'astronomie et donc avec plusieurs entités européennes et donc une ville à Grenoble. Et en fait, on s'était mis d'accord, on avait mis un petit chapitre en commun. Bah, tiens, voilà, ce projet-là va plutôt traiter de ça. Et eh bien, si les deux sont lauréats, on va tout de suite se mettre d'accord, notamment pour pas qu'il y ait de confusion au niveau de la communication, voire de l'émulation, parce qu'il y a de la place quand même pour faire de la culture scientifique en France. Merci, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, il y a de nombreuses questions qui concernent voilà, les interrogations sur est-ce qu'il faut plutôt un projet porté par un réseau ou plutôt un projet monobénéficiaire. Donc, je peux me permettre d'apporter quelques éléments de réponse. Donc, dans les rapports d'évaluation que nous avons analysés récemment, il y avait de tout. Donc, il y avait des projets portés par par des consortia internationaux, il y avait des projets portés par un seul établissement, il y avait des projets portés par un consortium uniquement à l'échelle d'un pays. Et donc, c'est tout à fait acceptable. Tout dépend voilà, de votre thématique, de comment vous démarquez par rapport aux autres projets, du scoop aussi enfin, de focus de votre projet, qui ne doit pas être très étroit. Et par contre, je pense, donc je laisse Oscar et peut-être Claire me corriger, mais qu'un seul chercheur qui propose une action, enfin voilà, qui propose une action à très petite échelle, a peut-être moins de chances d'être retenu. Oui, oui, parce qu'en plus, ça doit être une entité juridique. Alors, un chercheur comme personne physique ne sera pas éligible. Et si c'est un tout petit projet, je crois que oui, si c'est une entité juridique, mais très petit, je crois qu'il y a peu de chances de. Comme Cléa a commenté, l'impact doit être significatif, non? Il faut arriver il faut tout justifier. Si tu dis, oh, je suis un chercheur qui a une compagnie dans ce domaine et ça c'est très intéressant, et si on arrive à convaincre les experts, ça sera bien. Mais bon, c'est comme ce qu'on a dit de faire la nuit des chercheurs des années consécutives. Ça c'est une recommandation. Mais sur le dernier appel, de 49 projets, seulement un faisait la nuit en an. Le 48 faisait 200. Alors, ça veut dire que c'est toujours bon de suivre les recommandations et d'essayer de remplir tous les points de programme de travail. Mais bon, je crois que Claire a dit très bien que bon, tout est possible, mais bien sûr, un consortium avec beaucoup d'activités, un réseau de différents agents dans un pays ou plusieurs ont peut-être plus de chances de réussir. Et comme on a parlé, il y a beaucoup de projets qui ont réussi beaucoup de gens. Alors, ils sont pleins d'expérience, sont très forts. Alors, bien, oui. Même si le taux de succès est assez haut, ça ne veut pas dire que c'est facile de réussir pour un nouveau arrivé. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, il y avait aussi une question par rapport à la participation des ME-SHS. Donc, si je comprends, il s'agit des maisons des sciences de l'homme. Et donc, oui, vous pouvez tout à fait les associer au projet. Je pense qu'ils ont tout à fait leur place. Et après, pour ce qui concerne leur participation administrative, ça dépendra aussi de leur statut juridique, parce que, à ma connaissance, c'est pas toujours les entités légales autonomes. Mais pour ce qui concerne leur participation aux activités, vous pouvez tout à fait les impliquer. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Si je me trompe et qu'on en a oublié quelques-unes, n'hésitez pas à nous le signaler en levant la main notamment. Et donc en attendant, je vais donc, passer, la parole à, nos collègues du PCN juridique et financier, Irénée, Creta et Lucie Vaucel, qui vont vous parler, du financement au lump sum, qui est une, forme de financement, relativement nouvelle,
Et si vous n'êtes pas habitué avec cette forme de financement, ça peut des fois voilà, susciter quelques interrogations. Et donc, nous avons demandé de faire un focus particulier sur les règles de financement à lump sum. Merci Eugénia, merci à toutes les collègues du PCN Marie Curie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lucie Bossel. Je vais mettre ma présentation en grand écran. Et voilà, j'espère que ça fonctionne. N'hésitez pas les collègues à me dire si ça ne fonctionne pas. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue également membre du PCN juridique et financier, Irénée Créta. Et je vais commencer la présentation et Irénée prendra ensuite le relais. Le PCN juridique et financier, qu'est-ce que c'est? On travaille aux côtés du PCN MSCA pour informer, former, répondre aux questions qui concernent les conditions de participation. C'est un PCN transverse dans toute l'équipe des PCN coordonnée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On vient en appui finalement à nos collègues PCN thématiques tels que les collègues du PCN du programme Marie Curie. On répond aux questions générales telles que sur les aspects juridiques, financiers, généraux. Nous avons une hotline avec une adresse mail générique, on répond à des appels téléphoniques, on répond à des demandes de rendez-vous pour répondre à toutes les questions qui peuvent porter aussi bien sur le montage de votre budget que sur des détails techniques liés à des changements de rôle sur la plateforme. Nous organisons de nombreux webinaires. On vous invite vraiment à consulter notre page sur le site du ministère où on met en avant toutes les sessions d'infos que nous organisons sur les parties tierces, sur l'éthique, sur la science ouverte, etc. et d'autres. Voilà, nous sommes 5. Nous sommes 5 personnes. Le PCN est coordonné par notre collègue Fanny Schulz et donc Irénée et moi en faisons partie. Voilà, sans plus attendre après ce petit interlude promotionnel, je vais rentrer dans le vif du sujet puisqu'on parle de montage en lump sum ou alors montage par somme forfaitaire qui s'applique donc dans le cadre de l'appel dont nous parlons aujourd'hui, l'appel MSCI and Citizens. Qu'est-ce que c'est que ce financement lump sum ou somme forfaitaire en bon français? Bon, d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le principe de montage, d'évaluation et d'établissement de la convention de subvention suivent les mêmes critères que les projets financés sur la base des coûts réels. Les principes de versement de la subvention aussi sont les mêmes. Donc, il n'y a pas d'impact sur le versement de la subvention que vous pourrez obtenir au titre du préfinancement ou alors de versement intermédiaire ou même de versement du solde final. Il n'y a pas d'impact là-dessus. En revanche, la différence essentielle, c'est que le financement lump sum va se concentrer sur l'achèvement des work packages. C'est-à-dire que vous ne serez payé, le versement ne pourra avoir effectivement lieu que lorsque les work packages, ou un ou plusieurs work packages, sont achevés, sont terminés, et que toutes les activités liées à ce work package, ou ces work packages, sont vraiment finies, terminées. Voilà. Donc finalement, on a, vous allez le voir et je vais le redire au cours de la présentation, hein, on se concentre plus sur quels coûts et quelles dépenses vous avez réellement faites, mais on se concentre sur le travail effectif. Est-ce que vous avez fait le travail qui était attendu ou non? Si le travail n'a pas été terminé, eh bien vous serez payé pour ce work package ultérieurement lors d'une prochaine période de reporting. Mais si le work package est bien terminé, toutes les activités qui sont liées ont été mises en œuvre, vous serez payé sur la base de la somme forfaitaire correspondant à ce work package. Et c'est ce qui est inscrit dans la convention de subvention. Et c'est ce à quoi vous allez devoir être vigilant dans le cadre du montage de votre budget, mais je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Vous avez une somme forfaitaire qui est fixée pour chaque work package. Et c'est cette somme forfaitaire qui sera débloquée et qui vous sera versée si le work package est achevé. Juste après avoir posé les bases, je reviens sur quelques petits éléments de contexte. D'abord, le vocabulaire. Quand on parle de somme forfaitaire, on ne parle pas de coût réel, c'est-à-dire coût réel, c'est plus qu'on a l'habitude de voir dans les différents projets Horizon Europe.
C'est sur la base d'une dépense que vous allez déclarer ensuite lors de la période de reporting, lors du reporting financier, que vous allez déclarer et qui vous sera remboursée si celle-ci est validée et acceptée. Donc, on se base sur des coûts réellement encourus pendant la durée du projet, traçables, identifiables, auditables, qui sont dans les comptes de votre entité. Voilà, c'est un mode de financement qui est encore, jusqu'à ce jour, peut-être le plus fréquent dans le cadre des projets Horizon Europe. Vous avez aussi des coûts unitaires, des financements par coûts unitaires, ce qui est différent des sommes forfaitaires. Les coûts unitaires, c'est quoi? Les collègues du PCN Marie Curie connaissent bien ce mode de financement, puisque c'est le mode de financement utilisé pour les autres actions du programme Marie Curie, telles que les doctoral networks, postdoctoral fellowships, staff exchange ou co-fund. Ce financement consiste en un montant qui est fixé par unité et qui est défini par la Commission européenne. Vous aurez, le loisir de mettre un nombre d'unités, le nombre d'unités que vous souhaitez, et encore pas toujours. Mais bon, ça peut être 24, 36, etc. Mais le montant par unité est fixé et vous n'avez pas la main pour changer ce montant. Et enfin, ne pas confondre les sommes forfaitaires avec ce qu'on appelle les taux forfaitaires, qui correspond à un pourcentage des coûts éligibles. C'est le principe du taux forfaitaire, du financement par taux forfaitaire est utilisé pour les coûts indirects. Si vous êtes familier des projets collaboratifs Horizon Europe, vous savez qu'il y a 25% des coûts directs qui correspondent aux coûts indirects. C'est ce principe de taux forfaitaire. Donc attention, voilà, c'est toujours important de savoir de quoi on parle. Et puis, pourquoi les appels à projets lump sum? Il faut savoir, juste pour un rapide historique, que la Commission européenne a lancé, dans le cadre du précédent programme cadre Horizon 2020, des tests, des appels pilotes qui étaient financés en lump sum. Et puis que ce pilote a été étendu et poursuivi dans Horizon Europe en étant même amplifié. Donc, on a toute une série de projets et de financer le principe lump sum. Alors pourquoi? Parce que, alors c'est ce que la Commission européenne met en avant, mais je dirais que, en tout cas, moi personnellement, je suis assez d'accord, ça permet de simplifier la justification des coûts. Vous n'aurez pas à justifier, lors de la fin d'une période de reporting, vous n'aurez pas à justifier vos dépenses coût par coût, dépense par dépense. Donc ça simplifie grandement le reporting à fournir aux financeurs. Et ensuite, ça déporte finalement l'accent qui était mis sur justement la justification des coûts, le suivi financier, etc., sur la performance, le contenu scientifique des projets, la mise en œuvre, voilà, qui permet de déporter l'accent qui a été mis sur la gestion financière, voilà, sur plus le contenu des projets et la mise en œuvre scientifique des projets. Donc, si je m'intéresse davantage au montage, qu'est-ce qui se passe? Vous devez établir au moment du montage un montant forfaitaire sur la base de vos coûts directs estimés et vos coûts indirects également. Ça a été dit déjà lors de la première présentation, je crois, par la commission, par le collègue de la REA. Vous avez pour ça un fichier Excel, et que je vais vous montrer un petit peu plus en détail tout à l'heure, qui vous permet d'établir justement un montant forfaitaire qui va être ventilé par Work Package et par entité bénéficiaire ou entité affiliée s'il y a lieu. Ensuite, chaque budget pour chaque Work Package et pour chaque entité bénéficiaire va être détaillé par catégorie de coûts qui sont personnels, sous-traitance, coûts d'achat, donc que ce soit les voyages ou frais de subsistance, les équipements ou autres biens, travaux et services, et enfin, autres catégories, et puis les coûts indirects qui s'appliqueront automatiquement. Donc, on retrouve les catégories habituelles qu'on a dans les financements en coût réel, et là, il va falloir les détailler, et c'est vrai que la différence essentielle, c'est que ce détail est fourni à la commission sous la forme d'un fichier Excel, une matrice Excel en format XLSM, qui vraiment vous invite à fournir ce budget détaillé ventilé par bénéficiaire et par Work Package. Vous avez, en plus de ce fichier Excel qui est à soumettre en même temps que votre proposition, que la partie B de votre proposition, vous avez aussi un budget total par bénéficiaire qui a été montré aussi dans la première présentation qui a été faite aujourd'hui, qui fait partie de la partie A de la proposition, où vous avez le Requested Grant Amount per Beneficiary qui est indiqué. C'est le montant total de la subvention qui sera alloué, enfin qui est demandé par bénéficiaire.
Ça, c'est dans la partie A, donc tout ce qui se remplit en ligne directement sur le portail. Et ensuite, dans la partie B, qui est ce document Word que vous devez rédiger, vous aurez des éléments, aussi quelques éléments concernant le budget applicable à chaque entité, à chaque futur bénéficiaire ou chaque entité participante, qui concerne un tableau qui concerne la sous-traitance, que vous devez détailler si cela s'applique, un tableau qui concerne les coûts d'achat, qui ne sera à compléter que si la somme des coûts d'achat est supérieure au coût de personnel. Bon, tout ça est vraiment expliqué et voilà, ça a été déjà dit aujourd'hui. Évidemment, il s'agit de suivre mot pour mot précisément ce qui est mentionné dans cette trame de proposition là, qui est la partie B. Et enfin, il y a un dernier tableau qui vous invite à détailler d'autres catégories de dépenses, encore une fois, si cela s'applique. Donc, je vais arrêter la présentation de ce diaporama et vous partager le fichier Excel pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, ça a été dit également, ce fichier Excel se trouve est téléchargeable en même temps que le modèle de proposition, la partie B du modèle de proposition que vous trouverez quand vous créez votre proposition en ligne. Donc, ce fichier Excel se présente comme suit. Il y a toute une série d'onglets. Et puis, je vous invite évidemment à lire attentivement le premier onglet, qui est l'onglet « Instructions », qui vous donne toutes les clés pour remplir correctement le fichier Excel. Donc, c'est essentiel de s'attarder sur ce fichier « Instructions ». Vous avez ensuite un onglet qui vous invite à lister les bénéficiaires ou les entités affiliées s'il y a lieu. Donc là, vous avez la main et vous pouvez ajouter des bénéficiaires. Par exemple, je fais ça, ça devrait se passer. Moi, non. Excusez-moi, il y a peut-être un bug. Activer le contenu, peut-être. Si je passe. Voilà, ça a ajouté un bénéficiaire numéro 2. Vous avez ensuite le même principe pour la liste des Work Packages. Vous ajoutez vos Work Packages. Vous avez la possibilité de le faire. Les trois prochains onglets, donc le Lump Sum Breakdown, Person Month Overview, Summary per Work Package, tous ces 3 onglets se remplissent automatiquement. Donc, je vais passer directement à l'onglet BE1 qui va présenter le budget du bénéficiaire numéro 1 en fonction de ce que vous aurez rentré comme information dans la liste des bénéficiaires. Et dans cet onglet bénéficiaire 1, vous avez la liste des dépenses par catégorie, donc ce que j'ai présenté jusqu'à présent, tout à l'heure, personnel cost, subcontracting, purchase cost, etc. Vous avez la main pour rentrer des données dans les cellules jaunes. Vous verrez dans l'onglet instructions, il est mentionné qu'il est préférable de ne pas mettre de virgule quand vous indiquez le coût par unité. Donc, c'est préférable de mentionner un coût par unité en euros et pas avec des centimes d'euros. Si évidemment l'euro est la monnaie que vous utilisez. Les unités, ça va vraiment être un nombre d'unités et puis vous mettez un coût par unité. Que vous dire d'autre sur les catégories de dépenses? Le coût total va être généré automatiquement. Et si vous n'utilisez pas une catégorie, évidemment, vous laissez en blanc, enfin en jaune, vous ne remplissez pas. Si je m'attarde un tout petit peu plus rapidement, avant de laisser la parole à ma collègue Irénée, sur les coûts de personnel, vous avez différentes catégories de coûts de personnel. Il est mentionné aussi dans l'onglet instructions que la catégorie Senior Scientist va correspondre, si certains d'entre vous sont familiers avec le tableau des chercheurs, qui est un document, qui est un tableau à remplir dans la partie A de la proposition. Ça va correspondre plutôt à des chercheurs de catégorie A et B, donc plutôt des maîtres de conférences, professeurs. Et les junior scientists, cette autre catégorie, va plutôt correspondre selon le tableau des chercheurs, à des catégories C ou D, donc plutôt doctorants, jeunes chercheurs, postdoc. Si d'aventure vous aviez plusieurs personnes que vous souhaitez déclarer, plusieurs personnes dans une même catégorie, par exemple, vous aurez 2 personnes que vous souhaitez déclarer dans le budget en termes de junior scientist. Vous mettez au nombre d'unités, vous allez mettre le nombre de personnes mois, correspondant au nombre de personnes mois cumulées par ces 2 junior scientists. Et en termes de cost per unit, vous mettez le coût moyen mensuel correspondant au coût de personnel de ces 2 personnes-là.
Donc voilà, on a vraiment pour les coûts de personnel un nombre d'unités qui va correspondre aux personnes mois et un coût périodique qui correspond, s'il y a plusieurs personnes à déclarer dans une même catégorie, un coût moyen mensuel de personnel. La multiplication se fera automatiquement. Pour les autres coûts, tels que coûts de sous-traitance ou coûts d'achat, le principe est le suivant, mais c'est assez similaire. Hein. C'est-à-dire qu'on aura un nombre d'unités qui va correspondre au nombre d'items de dépenses. Si vous avez plusieurs contrats de sous-traitance à effectuer, vous aurez deux. Si vous avez deux contrats de sous-traitance à effectuer, vous mettrez 2 unités dans la colonne unité. Et en coût par unité, vous mettez aussi un coût moyen correspondant au coût que vous prévoyez par ces deux sous-traitances. Et c'est la même chose et la même logique qui s'applique pour les autres coûts d'achat, tels que les missions, les équipements ou les autres biens, travaux et services. Voilà. Et juste pour terminer, vous avez aussi un tableau qui concerne les équipements, et plutôt l'amortissement des équipements, depreciation costs, qui vous invite vraiment à prendre en compte la durée du projet, évidemment, la durée d'amortissement selon les règles de votre entité et la durée d'utilisation de l'équipement dans le cadre du projet. J'imagine que c'est une catégorie qui est quand même peut-être moins pertinente pour le type de projet sur lequel vous vous positionnez. Il faut savoir que ce fichier Excel s'applique à tous les projets financés par somme forfaitaire d'Horizon Europe. Hein. Donc, il n'est pas spécifique pour le programme Marie Curie. Voilà, j'en ai terminé. Je repartage la présentation. Je rebascule sur le PowerPoint pour laisser la parole à ma collègue Irénée qui va prendre la suite pour quelques petites diapos. Merci beaucoup, Lucie, et bonjour à toutes et à tous. Je continue avec l'examen de la phase des soumissions du projet. Donc, Lucie vient de vous expliquer comment ça fonctionne, la construction du budget. Et moi, je vais passer maintenant à la structuration des Work Packages. Comme vous avez compris, les Work Packages sont un élément clé dans les projets LAMSAM parce qu'en fait, les paiements liés à l'achèvement des activités à l'intérieur du Work Package. Donc, il faut faire vraiment très, très attention à la rédaction et à la structuration des Work Packages parce qu'il faut être clair et dans la description des activités. Il faut bien les structurer et bien aussi les organiser dans les temps, pendant la durée du projet. Et la Commission tient toujours à souligner qu'il n'y a aucun changement et aucune différence entre la structuration et écriture des Work Packages entre les projets en LAMSAM et les projets en Corel. Donc, en fait, on doit penser à nos Work Packages de la même manière qu'on désigne à l'intérieur des projets en Corel. Il n'y a aucune différence. Sauf pour les Work Packages horizontaux, comme par exemple la communication, la dissémination et les management, qui on peut penser à une division, à définir plusieurs Work Packages par période de rapport. Comme ça, on pourra évidemment obtenir les financements à la fin de chaque période de rapport, parce que donc il s'agit des Work Packages qui sont normalement qui durent en fait pendant tous les cycles de vie, pendant toute la durée du projet. Et donc, si on arrive à les scinder pendant pour les différentes périodes de rapport, il sera après plus facile pour nous pour gérer les flux financiers et donc obtenir les paiements, les financements par la Commission. Et on passe à la slide suivante par rapport à l'évaluation. Donc, une fois que la proposition est soumise, elle sera évaluée par les experts évaluateurs. Et comme Lucie disait tout à l'heure, en fait, il n'y a aucune différence aussi pour la phase d'évaluation. On a la même évaluation qu'on a normalement dans des projets en coût réel. Ça veut dire qu'on a évalué selon les mêmes critères, excellence, impact, qualité de la mise en œuvre. On a bien parlé de ça tout à l'heure. Ce qu'il faut souligner par rapport au LAMSAM, c'est qu'on aura aussi des experts en matière financière qui analyseront le projet afin de pouvoir évaluer les budgets, s'il est cohérent avec les activités et qui sont décrites à l'intérieur de la partie technique et si aussi la ventilation de la somme forfaitaire est cohérente à la répartition des activités.
Et parce qu'en fait, les évaluateurs dans les projets en LAMSAM, ils vont aussi évaluer si les ressources mises à disposition vont permettre réellement la réalisation des activités prévues dans la partie technique. Qu'est-ce qu'on peut en plus avoir des recommandations qui sont fournies par les experts et qui vont être utilisées par la commission dans la phase de préparation de la convention des subventions afin d'éventuellement ajuster le budget. Et donc, effectivement, on peut avoir des petits changements dans la phase de préparation de la convention des subventions par rapport au budget. Ça, c'est possible si, effectivement, les évaluateurs ont fourni ces recommandations. Et donc, une fois que notre projet a été évalué et qui a été retenu pour les financements, on passe à la signature de la convention de subvention et cette phase-ci ne change pas, sauf qu'on peut avoir des ajustements par rapport au budget. Et c'est effectivement dans la convention des subventions qu'on fixe les montants total de la somme forfaitaire prévue pour le projet. Et on fixe aussi donc la ventilation de ce budget entre bénéficiaires et work packages. Et je souligne à nouveau, je sais que Lucie l'a déjà dit plusieurs fois, que les coûts réels encourus ne seront plus pertinents pendant la mise en œuvre du projet. Et donc, on n'a pas nécessité de garder les documents financiers et aussi de faire des rapports financiers détaillés, comme dans les projets en coût réel. Mais je vais rentrer un peu plus dans les détails dans les prochaines slides par rapport à ça. En ce qui concerne la mise en œuvre du projet, c'est bien aussi de souligner qu'on peut quand même transférer le budget, des montants, des sommes forfaitaires à l'intérieur de notre budget. Et les transferts peuvent se vérifier soit entre bénéficiaires, soit entre work packages. Et donc, on peut avoir ce type de changement. Et si nous souhaitons que ces changements soient pris en compte à l'intérieur de la convention des subventions, il faut absolument passer par un avenant. Et donc, à nouveau, pendant la mise en œuvre, on n'a pas besoin de conserver les justificatifs financiers par rapport aux coûts réels encourus, parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de contrôle financier et on doit juste conserver toutes les preuves et les documents nécessaires pour démontrer que l'action a été bien menée et que donc les activités ont été achevées. Ça, c'est vraiment l'obligation essentielle à l'intérieur d'un projet LAMSAM. Et slide suivante. Par rapport au reporting, donc je disais qu'on a quand même des reportings à faire et que l'activité de reporting ne change pas par rapport au projet en cours réel. On a en fait plusieurs périodes de rapports pendant la durée d'un projet et on a quand même deux rapports à soumettre, les rapports techniques et les rapports financiers. Les rapports techniques est plutôt clé à l'intérieur d'un projet LAMSAM parce qu'en fait, c'est des rapports techniques qui ont décrit toutes les activités qui ont été menées et ont été réalisées et c'est dans les rapports techniques qui ont déclaré quel work package a été achevé et afin d'obtenir les financements. À côté, il y a aussi les rapports financiers, mais comme je disais tout à l'heure, les rapports financiers est très différent par rapport à un projet en coût réel parce qu'on ne doit pas déclarer les coûts réels encourus. On doit juste en fait déclarer les montants, la part du forfait qui a été allouée au work package que nous avons déclaré comme achevé. Donc, si dans les rapports techniques, on a dit que le work package 3 a été achevé, dans les rapports financiers, on doit dire qu'on doit déclarer les montants forfaitaires qui ont été alloués à ce work package. Et donc, on doit aussi le déclarer divisé par bénéficiaire, selon ce qui a été prévu dans les budgets. Comme vous voyez dans la slide, si un work package n'a pas été terminé à la fin de la période de rapport, comme dans les cas, par exemple, du work package 8, qui, comme vous voyez, n'est pas complété, n'est pas terminé, mais alors on ne pourra pas obtenir les financements à la fin de cette période de reporting. On pourra peut-être les déclarer à la période suivante. Et slide suivante.
en fait, comme je disais, on a plusieurs périodes de rapport parce qu'en fait, on a plusieurs moments dans lesquels les paiements sont réalisés par la Commission. On peut avoir donc des paiements intermédiaires, comme dans les projets en cours réel, qui correspond au montant forfaitaire qui a été alloué au Work Package qui a été déclaré comme terminé. Et après, on a les paiements finaux à la fin du projet qui est lié au reporting final. En tout cas, on peut avoir des audits et d'autres types de contrôles comme les checks et les revues, même dans les projets à l'AMSAM. La différence avec les projets en cours réel, c'est que dans les projets à l'AMSAM, ces types de contrôles ne sont pas de nature financière, mais sont exclusivement sur les activités, donc la bonne mise en œuvre du projet, et aussi pour vérifier que des autres obligations prévues dans la Convention des subventions ont été respectées, comme par exemple les obligations par rapport à la propriété intellectuelle, à l'éthique, à la visibilité du financement européen, etc. Pour terminer, donc quelques points essentiels à retenir à la fin de cette présentation, c'est qu'en fait, dans les financements par somme forfaitaire, on n'a pas d'obligation par rapport au reporting, la déclaration des coûts réels et par rapport les audits financiers ex post. Donc, on n'a que des contrôles par rapport aux activités techniques. C'est aussi important à souligner que la somme forfaitaire est fixée dans la Convention des subventions au moment de la signature et cette somme forfaitaire est divisée et ventilée par Work Package et par bénéficiaire. Et les paiements sont exclusivement liés à l'achèvement des Work Package. À la fin de chaque période de reporting, on doit déclarer quel Work Package a été terminé. Et donc, par conséquent, la Commission ira vérifier si les activités ont été vraiment bien menées pour éventuellement donc, payer la contribution qui a été prévue par rapport à ces Work Package. Et donc, c'est vraiment maintenant la dernière slide, juste pour vous laisser avec quelques ressources utiles. Il y a deux documents officiels qui ont été publiés donc par des documents officiels de la Commission européenne, la décision de 2021 sur l'utilisation des sommes forfaitaires dans les projets Marie Curie. Après, il y a aussi les modèles des conventions de subventions pour les projets à l'AMSAM. Il y a un modèle de convention des subventions spécifiques pour les projets à l'AMSAM. Donc, c'est ces documents-là qu'on doit suivre. Après, on vous signale aussi qu'il y a une page dédiée de la Commission européenne au LAMSAM. Il y a beaucoup de ressources utiles, des guides, il y a une FAQ, il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses. Et on vous recommande d'aller regarder cette page. Nous, en tant que PCN Jurfin, on a aussi réalisé un webinaire en janvier 2023. L'enregistrement est disponible sur notre site internet. Il y a aussi un webinaire de la Commission européenne sur le fonctionnement de l'AMSAM. Les PCN Jurfin ont aussi réalisé une FAQ. Et il y a aussi deux autres documents de la Commission européenne, une présentation et une vidéo qui ont des informations utiles à consulter. Donc, j'ai terminé et donc moi, Lucie, on est prête pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irénée et Lucie, pour cette présentation très détaillée. Alors, il y a une question qui vient d'être posée dans le chat concernant les périodes de reporting, donc à savoir comment ils sont déterminés. Et je vais commencer, Lucie, après, tu peux compléter, mais ils sont déterminés de la même manière que dans les projets en cours réel. Donc, il y a ça dépend en fait de la durée du projet, mais normalement, la Commission fixe une période de reporting chaque 18 mois. Mais parfois, ça peut changer. Tout dépend en fait aussi de la durée du projet, des activités prévues. J'imagine que dans ce type de projet-là, peut-être la durée est plus courte parce que c'est un projet sur des ans. Donc, je sais pas, je regarde mes collègues du PCN ou Oscar aussi de la Commission pour éventuellement donner des informations plus spécifiques par rapport à cet appel. Oui, peut-être je peux essayer de répondre. En fait,
Normalement, le plus typique pour un projet de MSCI en Citizen, ça a été 12 mois pour les premières périodes de rapport et les rapports finaux au moins 24, si le projet a 24 mois de durée, parce que peut-être un peu plus court. Mais bon, comme tu as bien dit, c'est comme les courriels, c'est aux participants de réfléchir dans les meilleurs délais pour eux. Mais aussi peut arriver que pendant les grandes techniques de préparation, on donne quelques commentaires ou quelques précisions. On peut toujours faire un autre accord sur ça. Mais bon, normalement, c'est 12 mois et 24. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. N'hésitez pas à lever la main ou à poser les questions. Donc là, c'est le moment vraiment. Donc, il nous reste un créneau dédié aux questions. Donc, vous pouvez poser soit au PCN juridique et financier ou au sujet de la dernière présentation, soit à d'autres intervenants que nous avons entendus aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un Il y a une paiement question, initial voilà. oui, au démarrage du projet? Donc oui, effectivement, il y a un Oui, oui. paiement initial. Lucie, je te laisse peut-être préciser. Oui, vraiment, là aussi, aucun impact par rapport à ce qu'on connaît habituellement dans le cadre des financements en cours réel. Il y a toujours un préfinancement qui peut être assez important finalement. Parfois, on peut aller jusqu'à 40%, 50, 60%. On a vu sur certains appels à projets. Donc, il y a forcément un préfinancement qui constitue une avance finalement sur les financements que vous allez, sur la subvention telle qu'elle est prévue dans le cadre de la convention. Et vous aurez ensuite certainement un versement intermédiaire à l'issue des 12 premiers mois, et puis ensuite un versement du solde, un versement final. Sachant que la totalité entre le préfinancement et les financements intermédiaires ne peut jamais excéder 90% du montant de la subvention. Donc, il y aura toujours à minima 10% laissé pour le versement du solde. Merci beaucoup, Lucie. Alors, d'autres questions? Alors, je peux peut-être en profiter pour poser une question qui nous a été posée assez régulièrement au PCN pour savoir quel est le nombre, enfin, quel nombre d'activités dans les écoles il faut viser sur une année, peut-être plutôt pour Oscar. Bon, je ne saurais pas dire parce qu'en fait, comme vous savez, avant, il avait beaucoup de projets qui faisaient les pré-événements dans l'école, ils faisaient plusieurs activités. Mais comme activité, l'exercice à l'école est très, très nouvelle. Alors, on a maintenant peu d'expérience encore. On ne sait pas encore qui est le plus typique ou pas. Peut-être le coordinateur de Free to Add peut dire quelque chose au clair, mais qu'est-ce qu'il peut attendre. Mais bien sûr, ça serait bien qu'ils sont répartis pendant l'année. Mais oui, oui. Pas vraiment on n'a pas vraiment un avis à donner encore. Peut-être à l'avenir, quand on ramasse un peu plus d'informations, les programmes de travail peuvent changer, peuvent donner un peu plus d'indications, mais pas encore. Je crois qu'on est maintenant dans la phase de ramassage d'informations et l'action peut être raffinée dans l'avenir, mais pas encore. On n'est pas encore là. Merci. Merci. Alors, peut-être effectivement, Jérémy ou Claire, vous pouvez nous apporter. Enfin, effectivement, il n'y a pas de nombre à indiquer. J'imagine qu'une seule activité, c'est pas assez. Mais quelle est votre expérience? Nous, je ne sais plus combien par partenaire du consortium on avait mis de nombre de rencontres, mais comme il y a 16 villes, ça fait tout de suite un nombre assez conséquent. Par contre, nous, on rentrer dans le détail, mais on cherche toujours la bonne limite entre quand même des rencontres où on est assez exigeant sur ce qui se passe, c'est-à-dire de préparer les chercheurs en amont, de les accompagner. Donc, on ne veut pas forcément en faire des milliers et des milliers.
Et en même temps, on veut quand même en faire beaucoup. Donc voilà, c'est une réponse un peu intermédiaire et pas chiffrée, mais je ne sais plus combien ça fait nous par an, mais c'est plusieurs dizaines en tout évidemment de rencontres par an. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc effectivement, ça nous donne, quelques idées, de ce qu'il faut viser. Alors, non, pas de nouvelles questions dans le chat. Je vois pas de main levée non plus. Alors j'ai l'impression que tout a été très clair. Bah, je vous remercie beaucoup alors, pour votre disponibilité, pour la qualité de vos présentations. Donc, on est ravis de pouvoir, compter sur vous. Heu et donc, juste une petite annonce pour les participants. Vendredi, matin, donc le 1er septembre, au même créneau, donc de 10 heures à 12:00, nous, proposons également, donc pour faire suite à cette, session d'information, nous proposons un webinaire, conseil d'écriture. Donc pour ceux qui connaissent, c'est, sur le même principe que ce qu'on propose déjà pour les autres actions, Marie Curie. Les conseils basés sur l'analyse des rapports d'évaluation. Donc les inscriptions sont encore ouvertes. N'hésitez pas à vous inscrire si, ça peut vous intéresser. J'ai l'impression qu'il y a une question qui vient d'arriver. Comment peut-on se rapprocher d'autres projets qui organisent déjà la Nuit européenne des chercheurs? Eh bien, en France, vous pouvez, contacter, Jérémy, Kerenet et Lionel Maillot. Et puis si vous souhaitez, trouver d'autres projets, dans d'autres pays européens, vous pouvez également nous écrire. Donc on ne pourra pas forcément vous donner des contacts, mais des noms de projets et on vous laissera ensuite, se rapprocher des établissements qui les coordonnent pour trouver le contact approprié. Merci. Donc Jérémy a mis, son adresse, dans le chat, donc voilà, vous avez déjà un contact. Alors merci, encore un grand merci à tous. Merci également à nos participants pour votre intérêt, pour vos questions. Heu et donc je pense qu'on peut, s'arrêter maintenant. Donc la session a été enregistrée. Je vais arrêter l'enregistrement et donc vous trouverez cet enregistrement dans